Bonjour à tous et toutes, merci d'être là. Donc, on attend que les personnes se joignent à nous. Bienvenue tout le monde. Donc, on va prendre juste quelques minutes d'attendre que les personnes puissent se joindre et puis on va débuter. Donc, on y va. Donc, bienvenue à tous et toutes. Moi, je m'appelle Rima. Ça fait 11 ans que je vis au Canada. J'ai immigré ici. Je suis d'origine libanaise. Puis aujourd'hui, on a avec nous Laurine. Donc, bienvenue et merci à Laurine d'être là. Laurine travaille chez Imétis et ImiJob et c'est grâce à eux et à leur générosité que ce webinaire a pu avoir lieu. Donc, aujourd'hui, nous souhaitons vous parler de comment immigrer et travailler au Québec, mythes et réalités. Donc, c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui qui a été sélectionné justement parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent à ce sujet et qui ne sont pas véridiques pour la plupart. Donc, nous avons eu un grand nombre d'inscriptions à ce webinaire. Nous avons eu plus de 380 inscriptions. Donc, nous sommes très contents de pouvoir vous l'offrir en espérant que cette session va vous être bénéfique. Et bien sûr, c'est enregistré, mais je vais rentrer dans les détails et les démarches logistiques tout de suite. Donc, ce webinaire est enregistré. Vos caméras et micros sont fermés durant toute la partie de la présentation. Donc, vous pouvez communiquer avec nous à travers le module de chat. Et juste pour que vous sachiez, pendant l'inscription, nous avons reçu toutes vos questions, puis la présentation va répondre à la plupart. Donc, ne vous inquiétez pas. On a pris en compte toutes les questions qui ont été envoyées à l'avance. À la fin du webinaire, une fois qu'on sera arrivé à la partie questions-réponses, vous pouvez poser vos questions dans le module de chat, puis on va essayer de répondre dans la mesure du possible à la plupart. Il faut noter que nous ne pourrons pas répondre à des questions qui sont soit en dehors du sujet adressé aujourd'hui ou des questions de cas personnels. On ne va pas faire de consultation personnelle à travers ce webinaire. Toutefois, vous pouvez toujours nous écrire, puis on va essayer de vous répondre dans la mesure du possible. Sachez que nous organisons toujours des webinaires, donc restez à l'affût des prochains. Puis finalement, nous allons vous partager à la fin du webinaire un formulaire d'appréciation. Donc, si vous pouvez le remplir, ce serait très apprécié. Maintenant, je vais vous présenter rapidement Sila. Donc, on va juste… Oui, parfait. Merci, Laurine. SILA, ça veut dire soutien et intégration aux Libanais à l'étranger. Donc, on est un organisme qui est enregistré et basé à Montréal. Nous avons fondé notre organisme bénévole suite à l'explosion du 4 août au Liban et on a lancé officiellement notre organisme le 4 août 2021. Qu'est-ce que nous offrons comme service? C'est vraiment du soutien en matière d'immigration au Canada, en matière d'intégration de nouveaux arrivants et aussi on organise beaucoup d'événements et d'échanges interculturels. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Et sur notre site web, il y a un formulaire que vous pouvez remplir pour nous contacter. Si vous êtes résident canadien également, vous pouvez devenir membre et vous pouvez toujours garder le contact avec nous en devenant bénévole. Joël va vous mettre tous les liens donc, pour Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc. Et donc, maintenant, on passe aux choses plus intéressantes. On va accueillir officiellement Laurine, qui est responsable des opérations de Imétis et ImiJob. Et c'est Laurine vraiment qui va vous faire une super belle présentation. Donc, Laurine, à toi la parole pour la suite. Merci beaucoup, Rima. Merci pour l'introduction. Déjà, avant de commencer, un grand merci à Sila pour l'invitation. C'est le second webinaire qu'on réalise ensemble, toujours dans une optique de parler d'immigration, mais surtout de dire un petit peu les vraies choses. Et puis, c'est le titre du webinaire, la mythe et réalité. Donc, à nouveau, merci, un grand merci pour l'invitation, puis pour toute l'organisation à Rima et Joël. Avant de me présenter, simplement vous dire comment va se dérouler la présentation. On va essayer de la tenir dans un 45-50 minutes pour laisser le temps aux questions, comme le disait Rima. Et puis, comment elle va s'articuler? On va d'abord parler du marché de l'emploi
au Québec. Donc, un petit peu quelle est la situation. Vous entendez certainement beaucoup parler de la pénurie de main-d'œuvre. On va en parler aussi. La pénurie de main-d'œuvre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce que pénurie de main-d'œuvre veut dire qu'il y a des emplois à chaque coin de rue ou est-ce que c'est un petit peu plus complexe que ça? On parlera aussi de deux, trois bonnes pratiques pour trouver un emploi à distance depuis son pays d'origine. On parlera bien évidemment d'immigration, donc quel est le cheminement, on va dire, classique pour l'obtention d'un permis de travail, d'un premier permis de travail en tout cas depuis l'étranger. Et puis on conclura en parlant des grands changements à venir en matière d'immigration. Et sachez qu'on fera un point spécifique parce que c'est revenu beaucoup dans les questions sur la politique temporaire qui est en place en ce moment pour les personnes qui sont au Canada en statut de visiteur, puis qui voudraient en quelque sorte transformer leur statut de visiteur en permis de travail. Donc sans plus attendre, allons-y. Donc pour me présenter, Laurine Benoît. Donc pour ma part, mon parcours d'immigrante, moi j'ai immigré au Québec en 2019 à titre de travailleuse. Donc j'ai cherché un emploi depuis mon pays d'origine, j'ai obtenu un premier permis de travail, puis maintenant rendue résidente permanente, mais en tout cas, j'ai suivi le parcours que vous avez ou que vous allez potentiellement suivre. Et puis, quel est mon rôle? C'est aujourd'hui de piloter ImEjob, qui est un site d'emploi dont le but est de mettre en relation des travailleurs étrangers à la recherche d'un emploi au Canada, spécifiquement au Québec, avec des employeurs qui sont prêts à recruter à l'international. Et puis ensuite, on peut aussi accompagner dans les démarches d'immigration. Maintenant que nous avons fait connaissance, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, puis dans le dur. Et on va commencer, Joël, si tu le veux bien, à voir si vous suivez, à vous sonder un petit peu sur votre connaissance de l'état du marché du travail au Québec spécifiquement et de la pénurie de main-d'œuvre. Et donc, la première question à laquelle on vous fait répondre et participer est combien y a-t-il de postes vacants actuellement au Québec, à votre avis? Est-ce que c'est moins de 150 000? Est-ce que c'est entre 150 000 et 300 000 ou est-ce que c'est plus de 300 000? Pour vous aiguiller, on s'est basé sur les chiffres du premier trimestre 2023. On va juste laisser mettons une petite minute pour répondre. J'attends que les statistiques ne bougent plus avant de continuer. Là, c'est assez stable. Donc, la majorité d'entre vous répondent entre 150 000 et 300 000 et c'est effectivement le cas. Aujourd'hui, au Québec, il y a un peu plus de 200 000 postes vacants. Donc, postes vacants, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement des postes à pourvoir dans tout secteur confondu. Pour vous donner une idée, à l'échelle du Canada, on parle d'un peu moins d'1 million de postes vacants, là aussi dans tout secteur confondu. Donc, il y a vraiment un contexte de pénurie de main-d'œuvre au Canada, au Québec, qui s'explique pour deux raisons, des raisons un petit peu plus historiques. Le Canada a une population qui est un petit peu vieillissante, je dirais. Les Canadiens ne font pas beaucoup d'enfants, donc la structure démographique fait qu'il y a moins de gens formés ou en tout cas prêts à rentrer sur le marché de l'emploi chaque année que s'il y a de postes à pourvoir. Et puis, il y a avec ça un pays dont la croissance est quand même largement basée sur l'immigration. Et puis, on a eu une pandémie et l'immigration s'est quand même arrêtée ou en tout cas a fortement ralenti pendant 2 ans, ce qui n'a fait qu'exacerber la situation de pénurie de main-d'œuvre. Quand on a cette idée en tête, on se dit pourquoi moi, je n'irais pas tenter ma chance au Canada et puis prendre un poste à pourvoir. Décrocher un premier emploi au Canada, finalement, ce n'est pas si simple, c'est l'épreuve quelque part la plus compliquée. Ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, et puis je ne l'ai pas précisé, mais dans ce webinaire, on aborde uniquement la question du parcours d'immigration à titre de travailleur. On ne parle volontairement pas des étudiants ni de la résidence permanente parce que ça vaudrait tout simplement un webinaire à part. Donc, la première étape, c'est souvent la plus compliquée. Décrocher un emploi, vous allez en avoir besoin pour deux choses. La première, c'est tout simplement de pouvoir travailler. Et puis la seconde, vous allez en avoir besoin en matière d'immigration. Excusez-moi, j'ai un petit... Excusez-moi, j'étais en train de perdre ma voix, ça va beaucoup mieux. Donc, la première étape, c'est la plus compliquée, c'est celle de trouver un emploi pour avoir une promesse d'embauche, bien sûr, et puis surtout pour pouvoir lancer vos démarches d'immigration. L'un des moyens les plus courants pour trouver un emploi au Canada, c'est d'utiliser des sites d'emploi. Vous êtes à distance, donc il n'y a pas 50 solutions, mais ce n'est pas le seul moyen. Il ne faut pas du tout négliger vos réseaux professionnels, vos réseaux associatifs comme SILA.
vos connaissances, mais vraiment, ça va être cette première étape qui est un petit peu la plus compliquée. C'est long, il ne faut pas la sous-estimer, puis surtout, il ne faut pas se décourager. Il va falloir aussi orienter ses recherches, c'est-à-dire qu'il va falloir essayer de cibler des entreprises qui sont prêtes à recruter à l'étranger, puisque ce n'est pas le cas de toutes, malheureusement. Pourquoi ce n'est pas le cas de toutes? Puisqu'on en parlera un petit peu plus tard, mais quand un employeur canadien veut embaucher un travailleur étranger, il a besoin d'enclencher des démarches d'immigration, donc de son côté à titre d'employeur. Ça nécessite du temps, ça nécessite aussi de l'argent. Donc, tous les employeurs ne sont malheureusement pas ouverts à cette idée. Et c'est pour ça que c'est important dans vos recherches de bien vous assurer que vous ne postulez pas dans le vide et que vous ciblez des plateformes, des sites, des réseaux, des employeurs qui sont vraiment ouverts à cette idée. Et puis vraiment, j'insiste, ne négligez pas les réseaux professionnels, associatifs, les groupes Facebook et tout ce qui va autour. Il y a beaucoup d'immigrants au Canada, au Québec, et donc il y a une très forte entraide entre les immigrants. Et puis les personnes qui ont déjà immigré, qui vont pouvoir vous orienter sur les voies qu'elles ont utilisées un petit peu pour trouver un emploi. Et puis surtout, autre critère sur lequel j'aimerais attirer votre attention, attention de ne pas prendre le premier emploi qui vient pour dire super, j'ai trouvé un emploi, je vais partir et puis je verrai après, je changerai plus tard. C'est pas si simple que ça. On le verra en matière d'immigration. Une fois que vous êtes sur place, si vous prenez le premier emploi que vous avez trouvé, c'est-à-dire un emploi qui ne correspond pas à vos compétences, un emploi pour lequel vous êtes trop qualifié, un emploi qui est dans une région trop éloignée finalement de ce que vous vouliez, un emploi qui serait sous-payé, eh bien, si vous voulez changer d'emploi, il faudra également généralement refaire des démarches d'immigration. Donc, bien penser à ça. Parfois, il vaut mieux prendre le temps de trouver vraiment l'emploi qui vous convient, peut-être pas l'emploi de votre vie, c'est pas non plus impossible de changer d'emploi une fois au Canada, mais en tout cas, de ne pas prendre le premier job qui vient juste pour mettre un pied au Canada et vous dire, une fois sur place, je ferai mes recherches, je changerai. C'est pas si simple que ça et malheureusement, on le voit trop souvent, des personnes qui ont une très, très forte envie d'immigrer, qui ont envie que ça aille vite et puis c'est bien normal et donc qui prennent le premier emploi puis qui après, une fois sur place, en fait, sont malheureuses puisque l'emploi ne leur convient pas, l'emploi est trop peu rémunéré, la vie au Canada est chère. Donc, bien penser à tout ça et j'insiste peut-être plus prendre le temps au départ de trouver l'emploi qui vous conviendra pour un premier emploi que de prendre le premier emploi qui vient. Et également, dernière chose avant qu'on parle un petit peu du CV canadien, vous allez certainement essuyer pas mal de refus. Quand on recherche un emploi à distance, c'est pas si simple. Ne vous découragez pas. Le plus dur, c'est de trouver un premier emploi au Canada. Puis dès qu'après, vous aurez de l'expérience au Canada, une fois sur place, vous pourrez évoluer, progresser, changer d'emploi. Puis je pense que je vois Rima qui remet sa caméra, donc je pense que tu veux commenter ce point-là. Juste faire une mini-intervention ici. Ouais. J'aimerais vous dire que c'est aussi super difficile pour les personnes qui sont au Canada ou au Québec, qui ont leur résidence permanente et qui essaient d'appliquer à des postes. Donc, c'est difficile à tous les niveaux. C'est pas de se dire, OK, les personnes qui ont déjà leur résidence permanente, c'est plus facile pour eux. Ils vont trouver un emploi comme ça. Non. En fait, ça peut prendre de 6 à 9 mois pour quelqu'un de résident qui passe des entrevues sur place. Donc, c'est difficile de toute façon, mais il ne faut pas, bien sûr, perdre le moral. Il faut continuer, il faut persévérer. Donc, vas-y, Laurine, pour la suite. C'est ça, non, puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est pas tant une question de… Quand vous êtes à l'étranger, que vous cherchez un premier emploi, il y a bien sûr la brique immigration qui se met par là-dessus, mais même une fois sur place, c'est pas qu'une question de statut, c'est vraiment d'avoir une première expérience au Canada qui est le plus difficile. Pourquoi ? Parce que les normes du travail au Canada ou au Québec sont certainement très différentes. C'est différent du Liban, c'est différent d'autres pays. Donc, il y a aussi montrer aux employeurs que vous êtes capable de vous adapter à cette nouvelle société, entre guillemets. Et puis après, ce qu'on voit généralement, c'est qu'une fois qu'on a eu une première expérience au Canada, qu'on a fait ses preuves, entre guillemets, auprès d'un employeur canadien, la recherche d'emploi ou le changement d'emploi est un petit peu plus fluide qu'au départ. Mais vraiment, ne vous découragez pas. Il y a plein d'immigrants qui immigrent chaque année, qui restent au Canada à très long terme. Donc voilà, c'est simplement pour attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas associer pénurie de main-d'œuvre
à facilité évidente de trouver un emploi. Et puis justement, donc on parlait des différences culturelles ou des différences de normes de travail. Je voulais faire un petit point sur le CV canadien. Selon votre pays d'origine ou votre pays de résidence, vous avez peut-être des normes de CV. Parfois, on voit beaucoup sur les CV une photo d'identité, un statut marital, l'âge, des informations personnelles. Au Canada, pardonnez-moi l'expression, tout le monde s'en fiche. Un CV canadien, vous n'avez pas besoin d'inclure vos informations personnelles, il faut inclure vos informations professionnelles. Que peu importe votre apparence physique, que vous soyez marié, pas marié, peu importe votre âge, ce n'est pas des informations qui vont intéresser une entreprise, un employeur. Ce qu'ils vont regarder, c'est vraiment vos compétences, vos compétences professionnelles, votre parcours académique dans certains domaines, ce que vous savez faire concrètement. Donc vraiment, oubliez cette partie information personnelle. La seule information personnelle, et encore ça n'en est pas vraiment une qui peut être intéressante sur un CV, c'est si vous avez déjà un statut d'immigration, puisque mettons vous résidez à l'extérieur du Canada, mais vous avez déjà un permis ouvert, une résidence permanente, peu importe, bien sûr ça peut être intéressant de le mentionner, puisqu'à la lecture du CV, on sait tout de suite qu'il n'y aura pas besoin de démarche d'immigration complémentaire pour vous embaucher. Mais en tout cas, oubliez complètement cette partie information personnelle. Même chose pour le permis de conduire, à part si vous travaillez dans les transports. Si ce n'est pas quelque chose dont vous avez besoin au quotidien pour votre travail, ce n'est pas forcément pertinent de le mentionner. Et ensuite, comment ça s'articule? On met toujours en avant d'abord l'expérience professionnelle et ensuite le parcours éducatif. Vous allez vraiment mettre en avant ce que vous savez faire professionnellement, vos expériences, de la plus récente, bien sûr, à la plus ancienne, avec les dates. Donc, il n'y a pas besoin forcément de mettre du 2 août au 18 août précisément, mais en tout cas, au moins les mois pour montrer si vous êtes resté 6 mois, 1 an, 12 ans dans la même entreprise. Donc, les expériences professionnelles et puis surtout mettre un petit peu une liste à puces avec concrètement quelles étaient vos responsabilités, ce que vous avez fait. Et puis, ensuite, vos compétences qui sont liées au poste auquel vous postulez. Je m'explique, si vous avez un profil un petit peu avec une pluralité des compétences, par exemple, vous êtes dans l'administration, vous avez des compétences en comptabilité, en administration et peut-être en finance. Si vous postulez à un poste de comptable spécifiquement, eh bien, adaptez votre CV pour que soient mises en avant vos compétences comptables. Et puis ensuite, enfin, plutôt, on parle du parcours éducatif. Et puis là, il faut penser surtout au Québec. C'est moins vrai dans les autres provinces et encore que, à adapter les termes. Je m'explique. Au Québec, un master, c'est une maîtrise. Donc, selon où vous avez obtenu votre diplôme, si vous avez obtenu un diplôme de master qui est qualifié de master, pensez bien à le traduire entre guillemets avec le mot maîtrise. Pareil, une licence qu'on pourrait entendre dans un terme européen, au Québec, c'est un baccalauréat. Donc, bien penser à tous ces petits efforts de traduction-là qui montreront finalement à un recruteur que vous vous projetez, que vous faites l'effort de vous adapter aux normes canadiennes ou en tout cas, dans ce cas-là, aux normes québécoises. Donc, en conclusion, pas négliger ce travail sur votre CV, pas envoyer juste votre CV habituel quand vous postulez, mais bien l'adapter d'une part aux normes et ensuite au poste et à l'entreprise auquel vous postulez. J'aimerais juste intervenir ici. Nous avons un webinaire sur CELA qui est comment faire son CV selon les normes canadiennes, donc vous pouvez le consulter. Aussi également pour les personnes qui se sont jointes à nous maintenant, sachez qu'on va remettre les coordonnées pour que vous puissiez contacter Imitis et ImiJob par courriel. Donc, il n'y a pas d'enjeu, vous allez pouvoir faire ça. Et sinon, pour les questions, on va les prendre à la fin. Donc, pour les personnes qui ont levé la main, s'il vous plaît, patientez jusqu'à la fin pour qu'on puisse répondre à vos questions. Mais c'est surtout de les écrire dans le chat à la fin. Merci beaucoup. Et puis, je réinsiste là-dessus. Quand je parlais de ne pas négliger le réseau professionnel, le réseau associatif, ces ateliers, typiquement comment refaire son CV,
c'est clé dans votre recherche d'emploi et dans votre parcours d'immigration. Il faut penser que vous avez la volonté de changer de pays. Changer de pays, ça veut dire revoir ses habitudes, ses normes, découvrir une nouvelle culture. Forcément, le Canada, le Québec ou peu importe où vous allez, ce sera différent de ce que vous connaissez. Et donc, ne négligez pas l'apport des associations, en tout cas des personnes qui ont fait le parcours d'immigration et qui vont pouvoir vous accompagner pour que vous réussissiez au mieux. Nous, ce qu'on voit dans le quotidien, c'est que des parcours d'immigration manqués, ce sont des parcours d'immigration mal anticipés, ou en tout cas basés sur de fausses croyances, de fausses idées, où on n'a pas forcément pris tous les conseils qu'on pouvait prendre. Donc, et puis je continue après, bien sûr, mais vraiment, dans votre réflexion d'immigration, de projet, pensez-y bien, prenez le temps, ne vous précipitez pas, faites les choses dans l'ordre, et puis c'est comme ça finalement que vous réussirez. Et puis, je crois qu'on a tout de suite un nouveau sondage, mais je vais d'abord, c'est pour laisser le temps à Joël de se préparer, mais je vais d'abord présenter cette diapositive-là, puis on mettra le sondage juste après. Bien important aussi dans votre recherche d'emploi de considérer la profession que vous occupez, et à savoir, est-ce qu'elle est réglementée ou pas. Au Canada et particulièrement au Québec, il y a énormément de professions qui sont réglementées, qui ne le sont pas forcément dans les autres pays. Qu'est-ce que ça veut dire réglementé? Ça veut dire que généralement, il y a un ordre professionnel ou une association de professionnels qui encadre l'exercice de la profession, mais qui ne va pas seulement encadrer l'exercice de la profession une fois que vous avez les deux pieds au Canada, mais l'accès à la profession. Donc, il va falloir parfois faire reconnaître vos diplômes. Même si vous avez été très bien formé dans votre pays d'origine, eh bien, vous ne pourrez pas exercer tout de suite en tant que tel au Canada, au Québec, sans avoir fait cette reconnaissance des diplômes. Souvent, quand il y a un ordre professionnel, il va falloir être membre de l'ordre pour pouvoir exercer. Et c'est l'ordre justement qui va déterminer un petit peu toutes les démarches administratives par lesquelles vous allez devoir passer pour avoir le droit d'exercer. Et enfin, sachez qu'il y a des professions qui sont accessibles uniquement aux résidents permanents, voire aux citoyens canadiens. Là, on parle surtout des professions des forces armées. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'armée canadienne tout de suite à titre de travailleur temporaire, par exemple. Ça, c'est un cas un petit peu plus à part. Mais en tout cas, on va le voir juste après, il y a pas mal de professions qui sont réglementées. Donc ça aussi, il faut bien vous renseigner sur les conditions d'exercice de votre profession pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et je vais même aller plus loin. Parfois, il faut avoir engagé les démarches de reconnaissance des diplômes ou d'inscription à un ordre au moment de commencer les démarches d'immigration, puisque ça fait partie des critères qui vont être regardés dans l'immigration. Et donc, si on passe au second sondage, je vais juste attendre qu'il s'affiche. Aujourd'hui, donc le sondage est le suivant. Le sondage, pardon, je ne sais pas pourquoi j'allais dire autre chose. Vous êtes actuellement infirmier à domicile. Est-ce que vous pouvez exercer votre même profession au Québec? La première suggestion, non, car je ne suis pas citoyenne du Canada. Et seconde, oui, sous certaines conditions. On vous laisse répondre. Attends encore quelques instants puisque je vois les. C'est intéressant dans le choix de réponse, tu as dit citoyen du Canada, pas nécessairement résident canadien. Donc, aussi, cette distinction est intéressante. Ouais. Peut-être à la suite, tu pourras nous en parler également. Tout à fait. Je ne vois plus les réponses bouger. Donc, vous êtes 81% à avoir répondu oui sous certaines conditions. C'est le cas et ça me permet d'aller à la diapositive suivante et après, on parlera justement de la distinction entre résident du Canada, citoyen du Canada. La profession d'infirmier est l'une des professions les plus réglementées. Elle est réglementée dans toutes les provinces et territoires, pas qu'au Québec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour exercer votre métier d'infirmier, déjà, il faut avoir un diplôme en sciences. Il faut être diplômé à titre d'infirmier dans votre pays d'origine, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être infirmier sans diplôme. Et ensuite, il faut absolument être membre. Alors après, avec des distinctions province par province, et puis c'est là que c'est bien important de vous renseigner auprès de l'ordre professionnel en question. Il faut être membre de l'ordre. Et si je prends l'exemple du Québec, au Québec, pour être membre de l'ordre des infirmiers,
En fonction de là où vous avez été formé, il y a parfois des accords de reconnaissance mutuelle entre le Québec et votre pays d'origine. Je vais prendre l'exemple de la France parce que c'est le premier qui me vient en tête. Quand vous avez été diplômé à titre d'infirmier en France, pour pouvoir exercer à titre d'infirmier au Québec, même si vous avez un diplôme de l'expérience professionnelle, vous pouvez être infirmier depuis 15 ans, et ben, arrivé au Québec, il va falloir faire un stage de 6 mois à titre d'infirmier pour que votre diplôme, votre expérience à titre d'infirmier soit reconnue et ensuite être membre de l'ordre. Et puis, vous ne pouvez pas exercer si vous êtes membre de l'ordre. Donc, c'est là qu'il faut vraiment vous renseigner sur l'exercice de votre profession pour voir un petit peu les démarches que vous avez à entreprendre. Parfois, faire reconnaître ces diplômes, ça peut être long. Il faut obtenir la copie de vos diplômes si vous ne les avez plus forcément. Et puis ensuite, parfois, sur place, on ne peut pas travailler tout de suite. Il faut faire des stages. Donc, quand on dit stage, il faut aussi penser que vous allez être généralement rémunéré à titre de stagiaire et non à titre d'employé. Donc, là où je veux attirer votre attention, c'est vraiment des paramètres à prendre en compte en plus de la recherche d'emploi. Et puis, pour conclure sur l'exemple des infirmiers, dans le cadre d'un processus d'immigration, vous allez devoir démontrer que vous avez engagé les démarches auprès de l'ordre pour que votre qualification, vos diplômes soient reconnus. Et puis, si avant de passer aux deux autres exemples, je fais la distinction, effectivement, quand on dit citoyen du Canada, vous êtes citoyen, vous êtes un Canadien, peu importe votre nationalité d'origine. Quand on parle de résident du Canada, là aussi, il faut faire une distinction. Vous pouvez être résident du Canada, on peut l'entendre comme résident permanent, qui est un statut d'immigration, ou juste le fait de résider au Canada, donc d'avoir les deux pieds au Canada, et d'avoir un statut qui est plus temporaire, type travailleur, étudiant. C'est d'ailleurs pas mal les deux statuts temporaires. Donc, attention aussi à toutes ces distinctions-là, de ne pas tout mélanger. Vous avez vraiment votre statut d'immigration, soit vous êtes temporaire, généralement travailleur ou étudiant, soit vous êtes permanent, vous êtes donc un résident permanent du Canada, vous êtes, si je vulgarise, comme un Canadien sans droit de vote, soit vous êtes citoyen naturalisé. Et après, il y a le fait de vivre au Canada, où là, on peut vous appeler un résident du Canada, et ce n'est pas forcément que vous êtes résident permanent. Si je reprends mes exemples de professions réglementées, vous avez la profession d'enseignant aussi qui est extrêmement réglementée. Un petit peu le même principe que les infirmiers, il va falloir faire reconnaître vos diplômes. Et avant de pouvoir enseigner, vous allez devoir obtenir en quelque sorte une autorisation d'enseigner. Là, c'est pareil, les démarches à entreprendre, ça va vraiment dépendre de votre formation initiale, premièrement, et deuxièmement, des accords qui existent entre votre pays et la province de destination. Parfois, vous avez simplement besoin de suivre quelques cours en arrivant au Québec, par exemple. Mettons à 5-6 heures de cours. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Votre diplôme ne qualifie pas. Même si vous avez un diplôme en enseignement, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir repasser vos diplômes en arrivant au Canada. Ça dépend vraiment de votre situation. Et donc, là aussi, bien vous renseigner pour anticiper le temps que ça va vous prendre. Et un dernier exemple qui est un peu plus extrême, c'est la profession d'avocat. Là, il faut être bien évidemment membre de l'ordre du barreau où vous allez exercer. Et puis souvent, quand on a été formé à l'étranger, il faut repasser des examens complémentaires. Donc vraiment, anticiper tout ça. Et un exemple qui n'est pas à l'écran, qu'on connaît moins, vous avez pas mal de professions de la construction qui sont également très réglementées. On pourrait se dire, bon, la construction, c'est un domaine un peu plus commun à tous les pays. Pourquoi c'est réglementé? Sachez qu'au Québec, il y a la Commission de la construction du Québec et que pour exercer certains métiers, notamment électricien, il faut aller se chercher une carte de la construction du Québec. Et là encore, il va falloir faire reconnaître soit vos diplômes, soit votre expérience professionnelle. Donc, vous ne pourrez pas travailler tout de suite en arrivant au Québec, donc bien l'avoir en tête. Avant que tu passes à la prochaine slide, j'aimerais juste dire que nous avons également des webinaires SILA où on parle de comment rechercher un emploi et comment passer des entrevues. Donc, vous pouvez également les consulter pour savoir sur quel site aller chercher un emploi au Canada, donc que vous soyez actuellement ici ou que vous soyez à l'étranger. Donc, voilà. Puis, pour les autres questions, on va les prendre à la fin. Merci. C'est bon. Continuons. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, là, c'est l'occasion de faire un point sur ce vilain mot qui est la pénurie de main-d'œuvre qu'on entend partout. Finalement, quelle est la réalité? La pénurie de main-d'œuvre, il n'y a pas grand-chose sur la diapositive, justement. Oui, mais
Et là, c'est un discours qui peut sembler un peu déceptif, mais c'est vraiment la réalité. Et comme je disais tout à l'heure, pénurie de main-d'œuvre ne veut pas dire que vous allez juste mettre un pied dans un avion puis trouver un emploi et qu'il y a des emplois à foison. Oui, il y a beaucoup de postes à pourvoir, mais ça ne change pas le fait que si vous n'êtes pas boulanger, vous n'allez pas le devenir demain. Si vous n'êtes pas ingénieur, vous n'allez pas le devenir demain. Et que quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, les entreprises recherchent quand même des personnes, au-delà de leur statut d'immigration, qui sont qualifiées pour répondre à ces emplois. Et quand je dis qualifiées, c'est tant en termes de compétences professionnelles qu'en termes de diplôme. Donc, attention de ne pas se dire, oh, bah, de toute façon, il y a des postes à pourvoir partout, donc il y en aura forcément un pour moi. Je vais prendre le premier poste que je trouve et puis je vais m'adapter. Je suis travailleur, je vais y arriver. Oui, effectivement, c'est très bien d'être motivé, d'être travailleur, d'être prêt à exercer tout emploi, mais dans la réalité, c'est pas si simple. Et il y a aussi les considérations d'immigration qui rentrent en jeu. Sachez que quand on fait une demande de permis de travail, puis j'y reviendrai tout à l'heure, ce que regardent les autorités d'immigration, finalement, c'est qui est la personne embauchée pour quel poste. C'est-à-dire qu'un employeur ne peut pas embaucher un boulanger à un poste de soudeur. Ça, en matière d'immigration, ça ne marche pas. Même si le boulanger dit bah, « moi, je sais souder, je fais ça sur mon temps libre », dans la pratique, un permis de travail ne sera jamais délivré à une personne qui ne démontre pas qu'elle est un minimum qualifiée pour le poste. Donc, simplement, attention à tout ce qu'on entend sur la pénurie de main-d'œuvre. C'est une situation réelle. Le Canada, le Québec ont besoin des immigrants pour pourvoir leur poste, mais ça ne veut pas forcément dire que n'importe qui peut occuper n'importe quel poste. Et puis, si on regarde les secteurs les plus en pénurie de main-d'œuvre au Québec, puis bien franchement, c'est pas mal les mêmes dans tout le pays. Je commence en haut à gauche, vous allez avoir l'informatique, donc toutes les professions informatiques, mais ça, c'est pas que le Canada, c'est mondial. Là aussi, en matière d'immigration, même si vous êtes un très bon développeur, il va falloir démontrer que vous avez des diplômes et de l'expérience dans ce métier-là. Donc, c'est pas forcément en matière d'immigration, vous pouvez pas, par exemple, si vous êtes développeur, que vous vous êtes formé par vous-même, ça ne fonctionnera pas forcément en matière d'immigration. Il faut généralement vraiment avoir un diplôme et ou de l'expérience professionnelle à titre de développeur. Vous avez l'éducation ensuite avec, bien garder en tête, c'est pas le bémol, mais la considération qu'il faut probablement faire reconnaître vos diplômes et puis vous pourriez avoir des cours ou des démarches complémentaires à passer. L'aérospatiale, quand on dit aérospatiale, ça va être aussi bien des métiers en ingénierie que des métiers plus techniques. Je pense à des machinistes CNC, des soudeurs spécialisés dans les avions. Mais là aussi, il faut justifier de compétences professionnelles. La manufacture au sens large, donc tout ce qui est production. Les ressources humaines, alors ça peut paraître étonnant, mais c'est le cas. Là aussi, attention, il y a un ordre professionnel, surtout au Québec. Donc, et puis, les normes du travail sont certainement pas les mêmes au Québec ou au Canada que ce qu'elles sont dans votre pays d'origine. Donc, il faudra peut-être vous former à nouveau. L'hôtellerie-restauration, on va y revenir juste après. Et puis, l'ingénierie, donc ça, c'est pareil, tous les domaines. Sachez que j'en ai pas parlé, mais il y a un ordre des ingénieurs au Québec et vous ne pouvez pas utiliser le titre d'ingénieur si vous n'êtes pas membre de l'ordre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en gros, exercer un poste d'ingénieur, mais vous ne serez pas ingénieur, vous serez chef de projet ou autre. Mais vraiment, le titre d'ingénieur, il faut être absolument membre de l'ordre. Et enfin, toutes les professions de la santé qui sont là, pour le coup, les plus réglementées. Que vous soyez infirmier, médecin, préposé aux bénéficiaires, dentiste, il y a des ordres pour tout ça. Et sachez que les médecins, souvent, ils doivent repasser plusieurs heures à titre de stagiaire aussi. Et pourtant, ils sont très bien formés dans leur pays d'origine, mais c'est des professions qui sont extrêmement réglementées. Donc ça, c'est vraiment les secteurs principaux. Là où il y a le moins de pénurie, je vous dirais, c'est dans tout ce qui est administration, fonction marketing et communication. Là, on est moins sur des emplois pénuriques. Et puis, pour continuer, justement, on a pris deux exemples à comparer, l'hôtellerie-restauration, l'aérospatiale. Pourquoi? Ce sont deux secteurs en très grande pénurie. L'hôtellerie-restauration, finalement, c'est l'exemple le plus parlant de la pénurie de main-d'œuvre qu'on pourrait associer à il y a des places à prendre pour tout le monde. Je m'explique. Ce ne sont que des professions pour lesquelles vous n'avez pas besoin de faire reconnaître vos compétences. C'est-à-dire que si vous êtes cuisinier dans votre pays d'origine,
Vous pouvez trouver un emploi au Québec et puis arriver à titre de cuisinier. Vous n'avez pas besoin de rejoindre un ordre, vous n'avez pas besoin de faire reconnaître vos diplômes. Et puis souvent, on n'exige même pas de diplôme en cuisine. C'est mieux, c'est toujours mieux d'avoir un diplôme, même un diplôme de premier niveau dans le domaine dans lequel on cherche un emploi. Mais généralement, c'est l'expérience professionnelle qui prime. C'est pareil pour tous les métiers du service. Quand on est tout ce qui est serveur, réceptionniste, etc. Là, ça ne nécessite pas de formation particulière. Montrer un petit peu d'expérience professionnelle dans ce secteur-là. Et puis, c'est vraiment un secteur qui souffre de la pénurie à tel point que de nombreux établissements sont obligés de fermer leurs portes parce qu'ils n'ont pas assez de personnel pour couvrir leur shift. Donc, c'est vraiment un premier exemple de pénurie de main-d'œuvre où là, la recherche d'emploi, sans dire qu'elle est immédiate, elle est un petit peu plus facile du fait qu'on n'a pas besoin de justifier de ses compétences ou de ses diplômes. Par contre, l'aérospatiale, c'est un secteur très, très pénurique, mais c'est aussi un secteur où là, par contre, on a uniquement des métiers pour lesquels il faut justifier de diplôme ou de compétences professionnelles. Je reprends mon exemple de soudeur. Même si vous soudez très bien dans votre garage, ça ne sera pas suffisant pour aller vous chercher un permis de travail dans ce domaine-là. Donc, c'était vraiment deux exemples un petit peu opposés qu'on voulait vous partager. Encore une fois, pour vous montrer que la pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas forcément des emplois à foison que tout le monde peut occuper. Il faut bien différencier l'emploi à pourvoir et est-ce que vous êtes capable de l'occuper, c'est une chose, mais est-ce que vous avez les compétences et les titres pour pouvoir l'occuper et obtenir un permis de travail en lien. Et puis justement, on va passer un petit peu au nerf de la guerre, l'obtention d'un permis de travail. Là-dessus, petit préambule, l'information qu'on vous partage aujourd'hui, c'est de l'information générale. C'est le parcours le plus classique pour obtenir un permis de travail. Des permis de travail, il y en a une multitude. Ce qui va déterminer la meilleure option d'immigration et ou de permis de travail pour vous, c'est vraiment votre profil, l'offre d'emploi qui vous est faite au Canada. Donc là, vraiment, ce qu'on vous présente, c'est le cheminement classique, le plus courant. Vous avez certainement entendu d'autres cheminements possibles et c'est bien normal, mais voilà, retenez que c'est vraiment le cas le plus classique, celui auquel vous avez le plus de chances d'être confronté. Un permis de travail, quelques mots sur la notion de permis de travail. La première chose que je dois vous dire, c'est qu'on ne peut pas travailler au Canada sans permis de travail. Et ça, c'est vrai même dans le cadre d'un stage ou d'un essai. C'est-à-dire qu'un employeur qui vous dirait, vous passez des entretiens, un employeur qui vous dirait, bah, tiens, prends l'avion, va faire un essai d'un mois chez moi pour voir comment ça se passe. Sans permis de travail, ce n'est pas possible. C'est comme du travail dissimulé. Si vous êtes finissant, en fin de programme d'études, que vous cherchez un stage de fin d'études, même chose, il vous faut un permis de travail. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la situation. Il y a de très, très rares exceptions, mais elles sont si rares que si vous pensez que vous qualifiez à une politique qui vous permet de travailler sans permis de travail, je vous invite vraiment à consulter un professionnel parce que c'est très, très exceptionnel. Vous voyez, j'insiste beaucoup, mais parce qu'on voit trop souvent des personnes qui pensent qu'elles peuvent travailler sans permis de travail et qui se retrouvent en situation illégale. Donc, généralement, un permis de travail, c'est valable 24 à 36 mois. Parfois, c'est un peu moins. Ce qui détermine aussi la durée d'un permis de travail qui est délivré au-delà du programme, et ça, notez-le quelque part, c'est la durée de validité de votre passeport. Un permis de travail ne peut pas être délivré pour plus longtemps que la durée de validité de votre passeport. On est en 2023. Si vous faites une demande de permis de travail maintenant et que votre passeport expire en 2024, vous auriez peut-être pu avoir un permis de travail qui va jusqu'en 2026, mais comme votre passeport expire en 2024, il ira jusqu'en 2024, donc bien penser à ça. Et également, généralement, je dis bien généralement, dans 90% des cas, un permis de travail est lié à une offre d'emploi, c'est-à-dire un employeur spécifique avec des conditions d'emploi spécifiques. Je reste sur mon exemple de soudeur, vous êtes embauché pour l'entreprise A qui se situe à Trois-Rivières au Québec, au poste de soudeur, à tel salaire, avec telles conditions. Ça, c'est vraiment les grandes règles générales et la norme. Je ne sais pas si tu en parles après, mais aussi, il faut savoir que c'est lié à une offre d'emploi. Par contre, c'est pas nécessairement, ça peut être aussi un permis de travail ouvert, pas nécessairement un permis de travail fermé. Donc, j'y viens. OK, super. Et justement, une demande de permis de travail, ça se prépare toujours à deux niveaux.
généralement, pour les permis de travail fermés, ça se prépare à deux niveaux. Au niveau de l'employeur qui va faire ses démarches de son côté, on en parle juste après, et au niveau du candidat à l'immigration qui va faire ses démarches du sien une fois que les démarches de l'employeur ont été effectuées. Effectivement, il existe deux grands types de permis de travail, le fermé et le ouvert. Et en fait, j'insiste vraiment sur le permis de travail fermé parce que c'est la norme. C'est vraiment la norme, c'est 90 voire 95% des permis de travail qui sont délivrés. Et c'est le type de permis de travail qu'on obtient quand on cherche un emploi et qu'on a un employeur qui, en quelque sorte, nous soutient, nous sponsorise pour l'obtention d'un permis de travail. Et puis, justement, on a ensuite un sondage sur les permis de travail, mais je vais d'abord vous les présenter, comme ça on voit si vous suivez, si vous avez compris. Donc, deux types de permis de travail. Le fermé, comme je disais, c'est celui qui est le plus couramment délivré. C'est pas le seul, mais le plus courant. Il va permettre de travailler sur le sol canadien. Généralement, c'est 24 à 36 mois selon le programme d'immigration par lequel on passe. Parfois, c'est 12. Et puis, c'est vraiment des conditions d'emploi bien définies. Donc, je me répète un peu, mais c'est important de l'avoir en tête. Et c'est aussi pour ça que je vous disais de ne pas prendre le premier emploi venu. Parce que si vous êtes sous permis de travail fermé, ça veut dire que l'employeur déclare aux autorités: je veux embaucher cette personne à tel poste, pour telle entreprise, à telle condition salariale, avec tant de nombre de jours de vacances. Ça va même jusqu'aux assurances médicales qui sont prévues, etc. Et ça, c'est des conditions qui doivent être respectées durant toute la durée du permis. Donc, pendant 24 ou 36 mois, si vous voulez changer d'emploi, il faut faire un nouveau permis de travail. Et en opposition, il y a le permis de travail ouvert, où là, c'est vraiment tout l'opposé. Vous n'êtes pas lié ni à un employeur, ni à une offre d'emploi, ni à un lieu de travail. Tant qu'il est valide, vous pouvez changer d'emploi ou d'employeur. Il y a quelques restrictions. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine de la santé, il faudra passer une visite médicale, ou dans le domaine de l'éducation. Mais globalement, le permis de travail ouvert, c'est celui qui peut sembler le plus flexible, ce qui est vrai, mais ce n'est pas forcément la norme. Donc, c'est bien garder en tête que quand vous allez chercher un emploi, généralement, vous allez avoir un permis de travail fermé plutôt qu'un permis de travail ouvert. Et puis, pour voir justement si vous avez suivi, nouveau sondage, je vais simplement attendre qu'il s'affiche. Est-ce qu'un titulaire d'un permis de travail fermé peut changer d'employeur pendant la période de validité de son permis? Et c'est vrai qu'on a mis des réponses assez restrictives, un oui ou un non, et puis finalement, il y a un peu plus de nuances. Et là, on est pas mal sur les réponses. Vous êtes 88% à avoir répondu non. En fait, il aurait fallu une troisième solution, c'est qui aurait été oui sous condition. La réalité, c'est qu'avec le même permis de travail, vous ne pouvez pas changer d'employeur. C'est-à-dire qu'avec un seul et même permis de travail, vous ne pouvez pas au début travailler pour l'employeur A et travailler pour l'employeur B. Mais si vous ne vous plaisez pas dans votre emploi, vous n'êtes pas menotté avec votre employeur. Vous pouvez tout à fait quitter votre emploi, changer d'employeur, mais par contre, il faut un nouveau permis de travail. Donc, c'est là qu'est la nuance. Sous permis de travail fermé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais quitter votre emploi. L'inverse est vrai, hein, vous pouvez être mis à pied pareil. Ça veut simplement dire que si vous voulez changer d'emploi ou d'employeur, il va falloir réentreprendre des démarches d'immigration et obtenir un nouveau permis. Le cheminement classique pour l'obtention d'un permis de travail fermé. Première étape, vous décrochez une offre d'emploi. Donc là, on parle vraiment de la promesse d'embauche, de l'offre d'emploi. Ensuite, c'est la deuxième partie de la frise. L'employeur fait ses démarches de son côté. Deux options. Soit il va demander ce qu'on appelle une étude d'impact sur le marché du travail, EIMT. En quelque sorte, il demande l'autorisation préalable de vous embaucher. Il fait la preuve qu'il n'a pas trouvé à recruter localement et donc il est allé à l'international. Au Québec, ça s'accompagne aussi d'un certificat d'acceptation du Québec. Si je vulgarise, de la paperasse que fait l'employeur pour vous embaucher, vous. Puis c'est des documents qu'il obtient à titre d'employeur. Ou vous êtes éligible à une demande de permis de travail qu'on appelle exempté de IMT, c'est-à-dire que votre employeur ne va pas avoir à faire la preuve qu'il n'a pas trouvé à recruter localement. Et dans ce cas, c'est juste, entre guillemets, une offre d'emploi électronique. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment des démarches de l'employeur qui sont faites de son côté. Et une fois que ces démarches sont faites, à vous de déposer votre demande de permis de travail. Ce n'est pas l'employeur qui le fait pour vous, c'est vraiment des démarches de vous à titre de candidat à l'immigration.
Et ensuite, une fois que votre demande de permis de travail est déposée, donc ça se fait en ligne depuis son pays d'origine, surtout pour une première demande, vous êtes invité à fournir vos données biométriques. C'est très différent d'avoir un passeport biométrique. Vous vous rendez dans un centre habilité, il y en a plusieurs dans le monde. Vous déposez photo, empreinte et ensuite, la demande est traitée. Donc, les délais varient grandement selon le pays de dépôt de la demande. Ça peut aller de quelques semaines à plusieurs mois. Et généralement, la demande est acceptée, c'est ce qu'on vous souhaite. Vous recevez une lettre qui matérialise l'acceptation de cette demande. Et ensuite, vous vous rendez au Canada et votre permis physique vous est émis à l'arrivée au Canada. Tout ça, combien ça coûte? Il y a des frais qui sont nécessairement à la charge de l'employeur, notamment tout ce qui est démarche de l'employeur, c'est nécessairement à leur charge. Pour vous donner une idée de ce que ça prend pour un employeur de recruter à l'étranger, une demande de IMT, ça va être, donc c'est à jour en date de 2023, une demande de IMT, ça va être 1 000 $, un CAQ 1432, donc total, quand on est sous des permis soumis à IMT, 1432, ou si on est dispensé de IMT, c'est 230 $ pour l'employeur. Quoi qu'il arrive, ce sont des frais à sa charge. À aucun moment, et ça retenez-le bien, un employeur peut vous demander de payer des frais de IMT, de payer des frais d'offre d'emploi électronique, même si vous êtes d'accord avec ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est vraiment des obligations légales, c'est à la charge de l'employeur. Et ensuite, vous, à titre de travailleur, le permis de travail, c'est 155 $, les données biométriques, c'est 85 $. Et quand on demande un permis de travail ouvert, donc dans de très rares cas, il faut rajouter un 100 $, là c'est 255. Donc ça vous donne une idée des frais globaux anticipés pour une demande de permis de travail. Et avant de parler… par rapport à ça, juste rapidement, ouais. Est-ce que c'est une démarche difficile pour remplir les papiers, que ce soit du côté de l'employeur ou du côté du candidat? Parce que une des questions fréquentes, c'est « Ah, c'est difficile, ah, c'est compliqué ». Donc, ça décourage autant un employeur qu'un candidat en se disant c'est compliqué les démarches, qu'on aura besoin d'un conseiller en immigration ou d'un avocat, entre guillemets. C'est sûr que c'est de l'administration. Donc, en fait, ce qu'il y a de compliqué, c'est de s'assurer de remplir les bonnes informations dans les bonnes cases et de ne pas s'y perdre. Mais si on prend le temps de bien regarder quels sont les critères d'éligibilité et qu'on y répond, ensuite, ce sont simplement, et je mets bien des grandes guillemets autour de ça, des formulaires à compléter. Le tout, c'est de prendre le temps de bien regarder qu'on répond aux critères. Si on répond aux critères, il suffit en fait de suivre un petit peu la démarche et puis d'y répondre. Pour les employeurs, ça fait peur parce que c'est des démarches administratives. Donc, personne n'a jamais bien envie de s'occuper de démarches administratives. Les employeurs aussi ont peur de se tromper. Donc, quand c'est une première démarche, ça fait peur. Mais quand les employeurs ont fait une première fois, ça se passe très bien. Et puis, du côté du travailleur, même chose, il faut c'est un bien grand mot, mais s'assurer de bien suivre, en fait, de fournir tous les éléments qui sont demandés par les autorités. Si les autorités demandent un extrait de casier judiciaire, il faut fournir un extrait de casier judiciaire. Il ne faut pas dire « non, ça ne s'applique pas à moi ». Donc, il faut vraiment y aller étape par étape, suivre ce qui est demandé et s'assurer qu'on répond bien aux conditions. Je dirais, il n'y a pas moyen de moyenner. Il y a des conditions, il faut les respecter, il faut les suivre. Et si on les suit, généralement, ça se passe bien. Mais oui, ça fait peur. Oui, c'est un petit peu long. Oui, c'est un petit peu lourd, mais ce n'est pas insurmontable. Parfois, on a envie de se faire aider parce qu'on ne veut simplement pas s'en occuper. Mais sachez que vous n'avez aucune obligation d'être accompagné professionnel. Vous pouvez faire vos démarches vous-même, tout simplement. Et pour voir si vous avez suivi, puis je vois que le temps file, un nouveau sondage pour voir justement si vous avez suivi celle-ci. Est-ce que les frais d'immigration sont-ils tous à la charge de l'employeur si j'obtiens une offre d'emploi? Première option, oui, cela fait partie des coûts de recrutement qui sont affectés à l'employeur, ou non, il n'est pas obligé de régler tous les frais. Je vois que ça bouge encore, donc j'attends encore un petit peu. Voilà, donc on est à 45 et 55. Donc 45 pour oui et 55 pour non. Non, la réponse c'est non. L'employeur n'a pas obligation de régler tous les frais. Si je reprends la diapositive, vous avez vraiment les frais qui sont nécessairement à la charge de l'employeur. Ce sont
les démarches qu'il doit effectuer par lui-même, donc les démarches préalables au permis de travail, donc 1432 ou 230, mais le permis de travail en lui-même, ça peut être à la charge de l'employeur comme à votre charge. Il n'y a pas d'obligation de l'employeur de régler vos frais de permis de travail. Ça, c'est vraiment des questions de négociation entre vous. L'employeur n'est pas non plus toujours obligé de prendre en charge des billets d'avion. Sous certains programmes d'immigration, il est obligé, sous d'autres, pas du tout. Retenez qu'il y a vraiment des démarches d'immigration. Les démarches de l'employeur sont à sa charge. C'est la loi qui ne peut pas vous les exiger, même si vous voulez les payer bien volontiers. Et tout ce qui est démarche de permis de travail, c'est à votre charge. Et puis, un petit point rapide. Donc, comme je disais, vous n'avez pas besoin, vous n'avez aucune obligation d'être accompagné en matière d'immigration. Si vous souhaitez l'être, attention, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises malheureusement frauduleuses, d'arnaques, toutes sortes de choses. Vous avez que 3 professions, en réalité 2, puis une 3e au Québec, qui sont habilitées à vous conseiller, à vous représenter en matière d'immigration. Vous avez les avocats, les consultants réglementaires en immigration canadienne et aux notaires, et au Québec, pardon, mais c'est un peu plus spécifique, les notaires. Mais retenez bien que si vous décidez de vous faire accompagner, assurez-vous que c'est un professionnel qui a le droit de le faire et pas engager des frais avec quelqu'un qui n'est pas du tout habilité à vous représenter. Et enfin, je l'ai déjà dit, des permis de travail, il y en a une multitude. La clé, ça va vraiment être de trouver celui qui est le plus adapté à votre profil, à l'offre que vous avez au Canada et à votre situation. Et enfin aussi, selon votre nationalité, il y a des accords entre le Canada et différents pays qui permettent d'avoir parfois des démarches facilitantes. Et puis, j'accélère un petit peu parce que je voudrais vraiment qu'on passe un peu de temps sur cette politique qui suscite beaucoup de questions, d'incompréhension, quelque part de faux espoirs. Il y a une politique actuellement en vigueur, qui est une politique temporaire qui avait été mise en place pendant la pandémie et qui a été prolongée jusqu'en 2025. Cette politique permet à des ressortissants étrangers qui se trouvent actuellement physiquement au Canada avec un statut de visiteur, c'est-à-dire qu'un statut de visiteur, vous avez le droit de demeurer au Canada, vous n'avez pas le droit de travailler ou d'étudier ou d'exercer une activité quelconque, si ce n'est que de demeurer au Canada. Et qui permet à ces personnes-là de présenter une demande de permis de travail depuis l'intérieur du Canada. Avant, on ne pouvait pas présenter une demande de permis de travail depuis l'intérieur du Canada, avant la mise en place de cette politique. À titre de visiteur, il fallait sortir et présenter sa demande depuis son pays de résidence. Pour être admissible à cette politique, donc, il faut avoir un statut de visiteur valide, il faut avoir une offre d'emploi d'un employeur canadien. Donc là, la politique est valide jusqu'au 28 février 2025 et puis remplir tous les autres critères d'admissibilité habituels. Ce qu'on voit, en fait, on voit beaucoup de candidats à l'immigration qui présentent une demande de visa de visiteur en se disant je vais aller au Canada en titre de visiteur, je vais chercher un emploi sur place parce que c'est plus simple et ensuite, hop, je vais faire le switch vers un permis de travail. Dans la réalité, en fait, c'est pas si simple que ça. Cette politique, la seule chose qu'elle permet de différent, c'est de présenter la demande de permis de travail depuis le Canada plutôt que de la présenter depuis votre pays d'origine. Mais les démarches à effectuer pour l'obtention du permis de travail, ce sont exactement les mêmes. Ce sont les mêmes que celles qu'on vient de voir. Donc, la seule chose qui va changer, c'est que vous allez avoir les 2 pieds au Canada plutôt que d'être dans votre pays d'origine. Donc, en fait, une fois que vous êtes au Canada, vous avez trouvé votre emploi, votre employeur prêt à vous faire un permis de travail, eh bien, il va falloir passer par les mêmes processus, soit une demande de IMT, soit une distance de IMT, et ensuite une demande de permis de travail. Les délais, ils sont quand même très importants depuis l'intérieur du Canada. Actuellement, on est sur 145 jours juste pour la partie permis de travail. S'il y a une IMT avant ça, il faut compter 2-3 mois. Donc, vous voyez qu'en fait, vous êtes au Canada, mais vous avez un statut qui ne vous permet pas ni de travailler, ni d'étudier. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus. Attention, ça peut être tentant de se rendre au Canada à titre de visiteur en disant une fois sur place, c'est super, il y a la politique, je vais juste changer mon statut. Ce n'est pas si simple. Vous avez vraiment les mêmes démarches à entreprendre. La différence principale, c'est que vous allez entreprendre ces démarches-là depuis l'intérieur du Canada et non pas depuis votre pays d'origine. Pareil, si vous n'obtenez pas votre permis de travail avant que votre statut de visiteur expire, il faudra quitter le Canada. Donc, quelque part, vous n'aurez pas spécialement gagné du temps. Donc, vraiment, attention à ça, de ne pas vous dire, je demande mon statut de visiteur, je vais au Canada, on verra après. Il faut vraiment peser le pour et le contre.
Ça permet une facilité, mais ça ne dispense pas d'effectuer les mêmes démarches d'obtention de permis de travail. Et puis, en conclusion, pour qu'on ait quand même le temps de prendre des questions, les principaux changements à venir ou qu'il y a eu en matière d'immigration pour que vous le sachiez. On commence par la résidence permanente au Québec. Il y a une grosse réforme là qui s'en vient. On a eu un petit aperçu en juin, puis en ce moment, on est sur une phase de consultation. Donc, les contours de la réforme sont pas publiés. On va l'avoir à la rentrée. On va avoir un programme qui va pas disparaître, mais qui va être remplacé. Le programme régulier des travailleurs qualifiés devrait venir, ça peut changer selon le résultat des consultations, le programme de sélection des travailleurs qualifiés, où là, on aura 4 sous-catégories en fonction de la profession que vous occupez. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails, mais sachez que ça arrive et puis que ça vise la résidence permanente, où vraiment, au Québec, le Québec va s'intéresser à la profession que vous occupez. Et surtout, le plus gros changement, c'est la maîtrise du français. Globalement, si je vulgarise beaucoup, accéder à la résidence permanente au Québec, si vous ne parlez pas un français impeccable, ça va plus être possible. Quand je dis un français impeccable, c'est une connaissance de niveau 7 sur l'échelle d'évaluation qui est exigée. C'est vraiment un français extrêmement courant, tant à l'écrit qu'à l'oral. Donc ça, c'est vraiment le plus gros changement qui arrive. Aujourd'hui, au Québec, il est encore possible d'accéder à la résidence permanente quand on n'avait pas le français comme première langue, ou en tout cas qu'on avait un français qui était plus oral qu'écrit, ou en tout cas une moins bonne connaissance du français qu'un francophone natif. Ça change vraiment. Il faudra parler absolument français. Donc, gardez-le bien en tête. Si le français n'est pas votre première langue ou pas celle que vous pratiquez au quotidien, ça va être important dans le cadre de la résidence permanente. Et le dernier changement dont on voulait vous parler, qui ça est un changement assez inattendu, mais un très bon changement. Jusqu'à présent, pour exercer une activité au Canada, il fallait avoir un statut en lien, c'est-à-dire si on voulait étudier, il fallait un permis d'études, si on voulait travailler, il fallait un permis de travail. Sauf que du coup, ça empêchait les travailleurs temporaires de continuer à se former, à aller chercher d'autres qualifications pour évaluer dans leur poste, puisqu'ils ne pouvaient pas étudier en travaillant. Eh bien ça, depuis fin juin 2023, les titulaires d'un permis de travail au Québec, donc d'un permis de travail qui était valide, peuvent étudier en parallèle de leur travail sans demander de permis d'études. Et donc ça, ça s'arrête quand votre permis de travail expire. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que ça veut dire qu'en parallèle de votre emploi, vous pouvez par exemple suivre des cours du soir. Et ça conclut tout ce que je voulais vous dire. Et comme ça nous laisse quand même un petit temps pour les questions. On va pouvoir, je pense, Rima, déborder un petit peu. Merci, Laurine. J'en profite pour vous dire que pour les personnes qui doivent absolument quitter parce que c'était prévu d'avoir le webinaire juste pour 1 heure, on va vous mettre dans le chat donc le lien pour remplir le formulaire d'appréciation. Comme ça, vous pouvez nous partager vos impressions, vos questions, etc. par rapport à ce webinaire. Et aussi, on va remettre les contacts donc pour que vous puissiez rentrer en contact avec Sila ou avec Imetis. Donc, il n'y a pas de problème. Et sachez que ce webinaire est enregistré. Donc, toutes les personnes qui se sont inscrites vont recevoir le lien d'enregistrement ainsi que tous les liens partagés. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, si jamais vous devez quitter, sachez que vous allez recevoir toute l'information par courriel. Et n'hésitez pas à remplir le formulaire. Ça nous aide énormément dans la préparation de prochains webinaires. Là, on passe aux questions. Donc, au fur et à mesure, certains d'entre vous ont écrit dans le chat certaines questions. Donc, on va commencer par celle-ci. Puis, vous pouvez dès à présent continuer à rédiger vos questions dans le module de chat. Et je vais commencer par la première qui vient de moi, Laurine. Elle ne vient pas de quelqu'un en particulier. Ouais. En fait, aujourd'hui, on parle de permis de travail, mais c'est l'immigration dans l'absolu à laquelle les gens aspirent. Donc, on vient avec un permis de travail, mais quand est-ce qu'on devient résident permanent? Si tu peux juste faire la différence et surtout d'expliquer quel chemin est le plus facile. Est-ce qu'il vaut mieux arriver ici avec un permis de travail, puis devenir résident ou immigrer ou faire les démarches d'immigration ou ça dépend? Alors déjà, pour répondre à la question, il faut bien faire la distinction entre les deux mondes qui existent en immigration, le monde temporaire, le monde permanent.
temporaire, on a un statut défini qui permet une activité précise pour une durée définie. Généralement, travailleur, étudiant. Le monde permanent, c'est le monde, c'est le monde d'après. On est, si je vulgarise, comme un Canadien sans droit de vote. Sachez qu'il est possible d'engager des démarches de résidence permanente depuis l'extérieur du Canada sans jamais avoir mis un pied au Canada. C'est possible au Québec, c'est possible ailleurs qu'au Québec. Simplement, c'est des démarches qui sont beaucoup plus longues que venir à titre de travailleur. Donc ça, c'est vraiment un choix personnel de se dire, moi, je vais immigrer rapidement, auquel cas, on ne va pas faire une demande de résidence permanente en première intention, ou je suis moins pressée, je suis prêt à attendre 2, 3, 4 ans avant de partir au Canada et je fais mes démarches de résidence permanente depuis mon pays d'origine. Il faut vous poser la question du type de statut que vous voulez obtenir. Un statut de résident permanent, comme son nom l'indique, c'est un statut qui est beaucoup plus pérenne. Et si je reprends mon exemple du Canadien sans droit de vote, ça va vous donner accès à l'éducation, au travail, vous faites les activités que vous voulez, vous n'êtes pas limité, vous allez pouvoir aller chercher une hypothèque pour acheter un bien immobilier. C'est vraiment aussi selon le type de statut que vous voulez obtenir. Maintenant, dans la réalité, le parcours le plus fluide et le plus courant et puis le plus rapide, entre guillemets, c'est de venir à titre de travailleur ou d'étudiant. Et ensuite, il y a une passerelle vers la résidence permanente. C'est vrai au Québec, c'est vrai ailleurs au Canada. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a un parcours qui est plus facile? Je dirais que oui, c'est plus facile de venir à titre de temporaire et ensuite de faire la bascule. Est-ce que c'est moins long? Non, puisqu'en fait, une fois que quand vous arrivez à titre de temporaire au Québec ou ailleurs au Canada, vous n'allez pas tout de suite pouvoir enclencher des démarches de résidence permanente. Généralement, il faut respecter un certain temps en emploi ou un certain temps en études. Donc, finalement, la durée pour accéder à la résidence permanente, elle va être à peu près la même qu'on soit au Canada ou ailleurs. Il faut compter un bon 3-4 ans. Simplement, est-ce que vous voulez attendre ces 3-4 ans déjà au Canada, voir si le pays vous plaît, en fait, tout simplement, si c'est vraiment une envie d'y rester, ou si vous êtes certain que vous voulez partir vivre au Canada ou au Québec, peu importe où, et auquel cas vous attendez, vous faites vos démarches depuis votre pays d'origine. Parfait. Je vais te proposer d'arrêter le partage, comme ça on va te voir en plein écran. C'est bon, sans problème. Et je vais enchaîner avec les questions. On va essayer de répondre rapidement, donc on ne va pas trop détailler la réponse, mais ça peut aussi aider la personne qui a posé la question à avoir au moins un bout de réponse. Mm-hmm. Donc, la première, si on vient avec un permis de travail fermé, quel statut peut avoir notre conjointe? Peut-elle obtenir un permis ouvert? Qui a le droit de demander un permis de travail ouvert? Bon. Alors, déjà pour la conjointe. Pour la première partie de la question, la plupart des conjoints de travailleurs temporaires peuvent obtenir un permis de travail ouvert de la même durée que le permis de travail de ce qu'on appelle le demandeur principal. Je dis bien la plupart, il y a quelques exceptions pour les emplois qui sont les moins qualifiés au regard de l'immigration. Par exemple, les travailleurs agricoles, les conjoints de travailleurs agricoles ne peuvent pas obtenir de permis de travail ouvert. Mais tu sais, dans la plupart des métiers maintenant, avant, c'était beaucoup plus restrictif, ça a changé récemment. Le ou la conjointe peut obtenir un permis de travail ouvert de la même durée. Et la deuxième partie de la question, c'est qui peut obtenir un permis de travail ouvert. Ça va être par exemple, après un programme d'études au Québec, on peut aller chercher ce qu'on appelle, pas qu'au Québec d'ailleurs, un permis post-diplôme, c'est un permis de travail ouvert. Vous avez des permis pour ce qu'on appelle les travailleurs vulnérables. Quand vous êtes embauché dans une entreprise, que ça ne se passe pas bien, vous pouvez aller chercher un permis de travail ouvert pour changer d'employeur. Ou encore, ce qui existe comme permis de travail ouvert, c'est pour des personnes qui sont en cours de démarche vers la résidence permanente, donc qui sont déjà au Canada, et puis qui peuvent aller chercher un nouveau permis de travail pour jusqu'à ce qu'ils soient résidents permanents. Parfait. On enchaîne. Pour un permis fermé, si le permis de travail est obtenu et le visa validé, mais que l'employeur se désiste au dernier moment, est-ce que je peux toujours venir au Québec? Non. Un permis de travail, il est lié à un employeur. Si l'emploi n'existe plus, vous n'avez plus d'emploi. Parfait. Est-ce que je peux trouver un travail sans diplôme, mais avec une expérience de 16 ans en construction? Sur le papier, oui. En fait, c'est par rapport à trouver un emploi au Canada. Est-ce qu'il faut assurément avoir un certificat ou Alors, non, mais le problème risquerait de se poser pour la partie immigration. Il faut bien dissocier la recherche d'emploi. Vous êtes certainement très compétent pour le poste auquel vous aspirez, mais quand on demande un permis de travail,
parfois, l'immigration exige une certaine qualification, un certain diplôme. Et dans la construction, souvent, pour pouvoir exercer la profession vis-à-vis de l'ordre qui régente les professions de la construction, il faut avoir un diplôme. On s'est informé que le Canada va ouvrir un programme le 23 septembre qu'on appelle programme pilote. Est-ce vrai? Et si oui, comment fonctionne le programme pilote? Je pense qu'on parle du programme pilote pour les employeurs reconnus. Ça concerne du coup pas du tout les candidats à l'immigration. Ça concerne certains, si on parle bien de ça, ça concerne certains employeurs qui pourront en fait bénéficier de démarches facilitantes du moment où ils auront embauché plusieurs travailleurs étrangers temporaires. Ils sont comme reconnus par le gouvernement comme un employeur qui embauche à l'étranger. Et donc, ils auront des démarches facilitantes, mais ça concerne absolument pas les candidats à l'immigration, vraiment les employeurs, pardon. Quand tu dis candidat à l'immigration, tu veux dire que ce genre de programme ne permet pas de faire après un transfert à un statut Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment les démarches côté employeur qui vont être facilitées. Donc, en fait, pour la personne qui vise à obtenir, qui cherche un emploi ou à obtenir un permis de travail, ça va rien changer fondamentalement à son parcours. D'accord. Ensuite, je suis titulaire d'une résidence temporaire visiteur. Donc, en fait, je pense que c'est juste un visa de statut de visiteur. Ouais. Dois-je le mentionner sur mon CV? Je pense que ça concerne un peu les personnes qui sont là en tant que visiteurs, mais qui appliquent à des postes. Est-ce qu'il faut le mentionner? J'ai envie de dire non, parce qu'en fait, les démarches vont être les mêmes que celles qu'il faut effectuer pour un travailleur à l'étranger. Ça peut être bien, par contre, de mentionner qu'on a les 2 pieds au Canada. Ça facilite pour les entrevues, mais il faudra être très transparent avec l'employeur quant au fait que c'est un statut de visiteur qu'on détient et donc il y a des démarches à effectuer pour obtenir un permis de travail, quoi qu'il arrive. Parfait. Peut-on avoir un permis de travail tout en effectuant des études au Canada? Alors, quand on vient pour des études, on demande un permis d'études et selon le type d'études, du programme d'études choisi, c'est des critères notamment de nombre d'heures de formation, on peut avoir le droit de travailler en parallèle de ces études. Il n'y a pas un permis de travail en plus, c'est le permis d'études qui permet de travailler. Avant, c'était jusqu'à 20 heures semaine et plein temps pendant les vacances scolaires. En ce moment, il y a une politique qui est toujours en vigueur jusqu'à quand on ne sait pas vraiment ou si elle sera prolongée, qui permet de travailler à plein temps en parallèle de ses études. Attention quand même, il ne faut pas oublier complètement les études pour aller juste travailler avec son permis d'études. Ce n'était pas l'objet de la politique. Parfait. Un instant. Bon, probablement, ça va être notre dernière question pour compléter le webinaire d'aujourd'hui. Donc, pour les candidats étrangers qui veulent immigrer au Canada seulement avec de l'expérience prouvable, peuvent-ils commencer? Est-ce qu'un cabinet d'immigration comme Imetis peut embrasser un dossier comme ça? Donc, il faut vraiment il faut dissocier les sujets. Il y a le fait de trouver un emploi avec ou sans diplôme, ça c'est possible. Ensuite, il y a la question de l'immigration. Et ça, le fait de est-ce qu'on va être éligible à un permis de travail ou pas, ça va vraiment dépendre de votre profil et de l'emploi qui vous est offert. Et donc, des critères qui vont être exigés pour obtenir un permis de travail pour cet emploi. Oui, un professionnel en immigration peut vous renseigner là-dessus. Je dirais que la première étape, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce que vous voulez faire au Canada. Est-ce que vous voulez venir travailler, étudier, vous établir à titre permanent? Ensuite, de mûrir le projet et de voir ce qui est possible en fonction justement de votre profil. Et pour conclure, immigrer sans diplôme, c'est pas du tout impossible. Il faut simplement trouver la bonne manière de le faire et puis pas aller postuler à des emplois où on sait que ça fonctionnera pas en fait. J'ai une petite dernière question. Je me demande parce que quand tu nous as présenté le fait qu'actuellement, on peut étudier en même temps qu'on a un permis de travail, ce que je trouve très intéressant. Est-ce qu'à ce moment-là, les études sont payées comme quelqu'un qui est résident ou comme quelqu'un qui vient de l'international? C'est quand même un ça va vraiment dépendre de la formation. Il y a une grosse zone grise autour de ça, puisqu'en fait, la politique est très, très récente et les universités n'ont pas forcément eu le temps de se poser vraiment la question. Donc, je te dirais que je n'ai pas la réponse, bien sincèrement, et que c'est géré formation par formation, parce que c'est tout neuf et qu'il y a une belle zone grise, puisque finalement, tu es résident au Canada, mais tu es étranger. Donc là-dessus, il y a un flou.
Et la politique, en fait, elle n'a pas été faite pour reprendre tout un programme d'études en parallèle de son travail. Elle a plutôt été faite pour dire, bah voilà, moi je suis en emploi au Canada, j'aimerais perfectionner mes compétences avec des cours du soir, par exemple, suivre des cours d'anglais, suivre des cours d'informatique. Donc c'est plus pour des formations qui sont finalement pas à plein temps, en fait, et qui donc du coup sont généralement des formations payantes, quel que soit ton statut au Canada. Parfait. Bon, Laurine, ça fait le tour un peu pour notre sujet aujourd'hui. J'aimerais vraiment te remercier pour ta disponibilité, mais surtout votre générosité parce qu'on offre ce webinaire gratuitement et toute personne qui a assisté aujourd'hui ou autre peut toujours nous écrire à Sila ou à Imetis Imijob. J'aimerais aussi vous conseiller de remplir le formulaire d'appréciation. Ça peut toujours être utile. Puis restez à l'affût des événements et des webinaires à venir. On va vous laisser nos contacts. Puis, Laurine, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Bah, à nouveau, merci à Sila pour l'invitation. Merci à Rima et Joël pour toute l'organisation. J'étais bien contente de pouvoir partager un peu du vrai. Et puis, la conclusion, ce serait de dire que immigrer au Canada, c'est un vrai projet qui se mûrit. Il faut prendre le temps, il faut le faire bien. Et je réinsiste beaucoup là-dessus. Ne négligez pas les associations d'aide aux nouveaux arrivants, aux immigrants tels que Sila. C'est une aide précieuse dans son parcours d'immigration, puisque souvent, c'est des personnes qui ont vécu ce parcours-là, qui savent ce que c'est, qui vont pouvoir vous aiguiller. Et enfin, attention de ne pas prendre tout ce que vous entendez sur l'immigration pour acquis. L'immigration, c'est très personnel. Ce n'est pas parce que votre voisin ou un membre de votre famille a eu un parcours d'immigration X que vous allez avoir le même. Donc, toujours garder ça en tête. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos questions, pour votre présence. Et puis, je conclurai là-dessus. Merci tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.